Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut français d'architecture, euh, Francis Rambert et Diane Desrapelles pour cette invitation pour partager avec vous notre pensée, pour vous présenter notre travail. Euh, Bon, je crois que si ça ne vous dérange pas beaucoup, je vais m'asseoir parce que quand j'ai le micro comme ça, je pense que je vais commencer à chanter. Je ne chante pas beaucoup très bien. Avec celle-ci? Ça marche? Ça marche? Ouais. Bon, les travail des architectes, notre travail développe souvent du champ de l'architecture pour faire interagir plusieurs territoires qui l'entourent. Ce n'est pas un territoire fermé. Et c'est pour cela que cette conférence s'intitule Champ de bataille. Champ de bataille peut être un titre un peu dramatique. Plutôt, ça serait mieux de l'intituler Terrain de jet. Terrain de jet. Mais cette conférence est alors une sorte de promenade à travers 6 territoires différents qui, selon nous, constituent les endroits où notre travail se met en relation avec la société. Et alors, on va faire 6 promenades dans 6 territoires en DG. C'est le territoire des idées, les territoires du concours, les territoires de ce qui est construit, ce qu'on va bâtir, les territoires de l'enseignement ou des workshops, les territoires de la critique et finalement les territoires de l'action. Et pour encadrer ces territoires, nous aimerions commencer par cette photographie qui est extraite du film The Man with a Movie Camera. It's a film, no. C'est un film. C'est un film dirigé par Ziga-Vertov en 1929. Et ce film nous semble intéressant parce qu'il montre par la première fois les procédés même de faire un film. C'est-à-dire, nous y voyons la vie quotidienne de la Russie. Et après, on voit les mains qu'avec l'aide de son caméra, il fait le film. Et puis, on voit après les monteurs qui coupent les photogrammes. Et après, on y arrive à voir même une salle comme ça, où les personnes visionnent le film. Et c'est important parce que le procédé même a une importance croissante par rapport à l'objet même. Et nous aimons aussi cette photographie parce qu'elle nous rappelle une jolie histoire qui est racontée dans les livres de Salman Rushdie, Children's Midnight, Midnight Children's. C'est une histoire qui se passe dans une Inde très traditionnelle musulmane. Alors une femme tombe malade, une femme malade, et le médecin, pour la visiter, ne peut pas la voir nude. Alors sa famille invente la place donc derrière une grande voile, ils font un petit trou dans ce voile. Le médecin la consulte, mais la semaine suivante, elle est encore malade, et il la visite ainsi de nombreuses fois. Et découvre chaque fois une autre partie de son corps. Et il finit par en tomber amoureux. Non? À la fin, on sait qu'il se trouve qu'il s'agit de grands-parents de Salman Rushdie. Et l'histoire nous plaît car elle montre que, bien que la société de l'enfant ensemble qui est fait de fragments, de petites pièces,
pour nous, toujours, derrière ce voile, il y a un corps entier, en tout. Et nous aimons penser que les projets d'architecture sont comme ça aussi. On a une perception de la réalité, peut-être partielle, toujours partielle, mais derrière, dans la vie, comme dans le projet, il y a toujours un corps entier. Un corps entier. Mais notre travail comme architecte dans cette société ne peut pas non plus être considéré comme une simple ligne droite, avec des objectifs précis, fixes et lointains. Il se rassemble plutôt, il s'éloigne de ces sentiers et ressemble plutôt aux traces d'un flâneur qui déambule et regarde avec une certaine naïveté les choses qui sont les plus proches. Nous n'avons pas peut-être dans ces moments des idées puissantes pour les suivre, mais quand même nous avons une vie merveilleuse qui nous attend. Mais ce qui est important est que l'homme et la femme sont toujours présents dans l'architecture, comme montre ce gravure, ce peinture de Schinkel, qui représente l'invention du dessin. Je suis sûr que vous connaissez cette fameuse peinture. En Verger, il dessine le profil projeté de son amoureuse. Il va partir et il veut s'en souvenir. C'est un dessin comme l'architecture qui parle de la présence de l'homme et de la femme, mais qui parle aussi de l'absence. Mais il ne s'agit pas d'une présence individuelle. Je dirais que ce qui est important dans l'architecture, c'est de considérer qu'il y a toujours une présence collective, pas individuelle. Comme ici sur ce grenier d'Dogon, les mains expliquent d'une manière très physique que l'architecture et les hommes se touchent toujours. Alors je dirais qu'à la fin, derrière tous nos projets d'architecture ne se trouve qu'un seul idée motrice. Ça, c'est une jolie photographie. Je crois que c'est Ansel Adams, mais je ne suis pas sûr, de la plage à New York. Une seule idée motrice, alors, celle de rendre visible notre condition humaine à travers la présence de ce qui nous caractérise en tant qu'ensemble, c'est-à-dire un double sentiment, le sentiment de nous sentir en même temps semblables et différents. Et ce sentiment de nous sentir faire partie d'un même principe collectif et en même temps d'être rigoureusement distants nous permet de bien nous sentir à l'intérieur de la nature et comme ça partager ce destin commun avec les arbres, avec les animaux et avec les pierres. Je crois que si le XXe siècle c'était le siècle de la lutte pour l'égalité, le XXIe siècle sera le siècle de la lutte pour la différence, pour les droits à la différence. Et alors ce dessin montre ce schéma, il cherche de montrer comme on travaille. Il y a une seule idée, c'est l'idée de la présence de ce qui est semblable et ce qui est différent. Et cette idée vient projeter sur différents endroits, sur différents clients, sur différentes fonctions. Mais c'est un peu comme le dessin du verger que nous avons vu en Schinkel. Il y a un corps, et bon, il y a différentes lumières, il y a différentes projections, il y a différentes ombres selon si on projette la lumière sur la pierre, sur le sol, sur une pièce très mouvementée ou une pièce très sereine. L'idée c'est la même, mais il y a différentes projections. Et ça explique un peu comment on peut faire des choses minimalistes, des choses comme disait Francis, non? Parce que, bon, à l'intérieur, au cœur, c'est une seule chose, mais c'est l'ombre
de ces choses, c'est différent. À la fin, peut-être les projets, ce sont simplement l'ombre des passions et l'ombre des idées que nous avions. Je vais passer pour expliquer un peu cette petite idée pour 3 projets. C'est le premier projet qu'on a fait, c'est le musée de Zamora. Et nous avons été confrontés, bien sûr, à beaucoup de questions, beaucoup de problèmes différents, des problèmes techniques, des problèmes de sites, des problèmes de construction, des problèmes parce que c'était la partie historique de la cité. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses quand on fait de l'architecture. C'est comme des couches qu'on met un sur l'autre. Mais ce qu'il y avait au cœur de ces projets, c'était la volonté de montrer cette égalité et diversité. Et c'est pour dire l'unique chose qui était importante. Alors on a travaillé avec une seule lucarne, c'est-à-dire avec une seule section constructive de lucarne, ça aussi pour des motifs économiques, on peut le dire. Puis on a mis cette même section de lucarne avec différentes orientations, en différentes longueurs, en différentes hauteurs. Et ce qu'on obtient est de faire apparaître à l'intérieur des espaces différents. Une seule lucarne et des espaces différents. Parce que nous avons aussi vu que si on veut faire cette présence de l'égalité et la différence, on doit faire une restriction totale sur les éléments qu'on travaille avec. Alors, nous pouvons y voir, ça c'est la seule façade qu'on voit dans Zamora, c'est la 5e façade, et vous voyez qu'en même temps, on voit qu'il y a les mêmes objets, que c'est la lucarne, mais qui en même temps est différente et produit de différents espaces à l'intérieur de ce petit musée qui mesure 21 mètres pour 21 mètres. C'est très petit. Pour l'auditorium de Léon, était aussi un problème complexe, bon, pour des questions visuelles, questions acoustiques, mais les moteurs des projets étaient encore une fois de rendre visible cette égalité, cette différence. Alors, il s'agit d'un ensemble de fenêtres tracées régulièrement. Vous voyez dans la première annonce divisée en 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Mais dans lesquelles, à l'intérieur de lesquelles, ce sont des petites fenêtres différentes. Et qui sont reliées à ce qui se passe à l'intérieur. Alors c'est un visage avec 1000 jeux, c'est en famille de fenêtres. Dans le musée de Castellón, égalité et différence pénètrent à l'intérieur, parce que ce sont les 2 premiers bâtiments qu'on a fait, et on a pensé que cette question ne pouvait pas être cosmétique, pour dire, ou décoratif à l'extérieur, qu'on devait faire un effort pour faire le plus abstrait et entrer dans l'intérieur de le projet même. Et alors ici, il y a une cascade d'espace à double hauteur, et tous les étages, pour dire, ont la même surface, les mêmes matériaux, les mêmes mètres carrés. Pour exagérer, on peut dire, ont les mêmes vies. Mais la position respective de cette double hauteur à l'intérieur de chaque étage fait qu'on devient de différents espaces, même qu'ils se reconnaissent, ils peuvent se reconnaître comme des frères. À la fin, ce sont des étages qui sont des frères. La lumière entre d'une forme différente, mais je peux reconnaître qu'il y a certaines choses qui relient un étage avec l'autre, mais qu'en même temps, ils sont différents. C'est toujours cette idée qui est très simple de transmettre ce sentiment d'égalité et de différence. Alors, si vous voyez ce projet, il y a beaucoup de choses, il y a des autres choses.
Mais il s'agit à la fin en famille de lucarne, en famille de fenêtres, en famille de double espace. Donc, sur cette idée, on va passer le deuxième territoire, c'est le territoire du concours. Vous devez tenir compte que tout notre travail provient des concours gagnés. Nous n'avons jamais eu un client. Et ceci signifie qu'on doit faire beaucoup de concours. Nous en faisons environ 7 ou 8 par an et nous avons calculé que nous en gagnons 1 sur 10, plus ou moins. Ça c'est fantastique parce que ça veut dire que si nous gagnons le concours, oh, stupendo, non? Maravilloso. Mais si on perd, ça ne fait rien parce que ça veut dire qu'il reste moins pour arriver au 10e. Alors nous sommes plus proches de gagner les suivants. Ceci est le dernier concours que nous avons gagné. C'est un bâtiment administratif pour la commune de Lalin, en Galicie, au nord de l'Espagne. Dans ce schéma, c'est le schéma pour les concours, une fois encore, une fois de plus, comme toujours, revient au cœur du projet l'égalité et la différence. C'est toujours la même idée. Disons que cette fois, c'est une famille de cercles. Ils semblent frères, mais on voit aussi qu'ils sont distincts. Ce sont des cercles, car dans cette région de Galicie, existait des peuplements antiques des Celtes, appelés castros. Et leur établissement était toujours circulaire, plusieurs cercles autour d'un cercle, celui de l'espace commun. C'est une sorte de procédé d'actualisation de l'histoire. On convoque l'histoire, on l'appelle pour qu'elle vienne, mais on cherche qu'il vienne à veiller de nos jours, pour faire quelque chose de plus abstrait. Parce que, bon, en réalité, qu'est-ce que c'est un concours? Qu'est-ce que c'est un concours? Un concours, pour nous, c'est une occasion de confronter notre travail à la société. Nous ne pouvons pas faire de recherches pour dire dans l'espace extérieur. Nous faisons des recherches, mais chaque 2 mois, nous les présentons à la société. Et elle dit oui ou elle dit non. Et la société ne se trompe jamais. Elle ne se trompe jamais. Notre recherche, alors, notre imagination, se croise avec la réalité. Parce que l'architecture, en fin de compte, se fait seulement quand ce qu'il y a au fond d'elle, qui sont des obsessions privées. Au fond de l'architecture, il y a seulement, je crois, des obsessions privées, coïncident avec les nécessités publiques. Alors il y a de l'architecture. Et cette manière de faire un concours, à la fin, c'est une manière de faire une recherche sur les obsessions personnelles qui doivent coïncider avec les nécessités publiques. Si vous faites ça, ou si quelqu'un fait ça, on gagne le concours, parce qu'il y a de l'intensité, il y a la résolution d'un problème. Alors, ainsi que pour l'instant, ce concours, c'est ça, c'est un ensemble de cercles. Parce que, après, pardon. Après beaucoup de concours, un jour, nous avons pensé, les meilleurs concours qu'on peut faire, ça serait un miroir. Un miroir. Je le présente au client et il s'y voit lui-même. Ça serait un concours incroyable, non? Mais ça, c'est très difficile, non? Ça, c'est très difficile. Mais on peut faire quelque chose de semblable.
Par exemple, quand quelqu'un se promène sur une plage avec sa copine, il s'allonge et regarde les nuages. Et on deux dit, oh regarde, on dirait une baleine. Et l'autre répond, mais non, on dirait un transatlantique. Donc nous avons pensé, nous n'allons pas offrir une forme. Nous n'allons pas offrir une forme, mais une stratégie, c'est-à-dire un ensemble de règles de liberté. Un ensemble de règles de liberté. Nous disons seulement que ce sont des cercles. La taille, le nombre de cercles, les hauteurs, que le client les décide. Parce que le client, il aime lui aussi de faire l'architecture. Il faut laisser un peu d'espace pour lui. Et le bâtiment sera le même. Il aura le même caractère, quoi qu'il soit. C'est-à-dire, on peut avoir plus de cercles, ou moins de cercles, ou les cercles plus grands, et le caractère du bâtiment, ça sera le même. Donc, nous avons pris les surfaces qu'il nous demandait, et suivant les usages, nous l'avons converti en cercle, selon sa dimension. Nous les avons groupés, et nous les avons mis sur différents niveaux. Et voilà le concours. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouais, bon, c'est passé ce qu'on avait pensé. Alors, on a fait des enquêtes, des enquêtes ont été faites dans les villages, et quelqu'un aimait le projet parce que bon, il était religieux, lui faisait penser aux bougies d'une église, non? Et une autre n'aimait pas parce qu'il trouvait que ça ressemblait à des tranches de poulpe, qui est le plat typique de la région. Alors, c'est ce que nous avons pensé. Bon, vous voyez ici le niveau de la gare, le niveau dans lequel il y a beaucoup de cercles qu'on peut s'organiser pour dire dans quelque manière. Nous n'avons pas offert cette forme, nous avons offert un ensemble de règles de liberté. Non? Et alors ici, vous voyez l'image un peu de ce qu'on va faire. On peut faire quelque chose comme ça, mais nous ne sommes pas sûrs de comment le faire, parce que c'est très intéressant. On dit, on va faire ça, mais nous ne savons pas pour l'instant qu'est-ce que c'est l'important. L'important, c'est voir toujours beaucoup de cercles. L'important, c'est la lumière entre les cercles. Comment faire la structure pour résoudre ça. Bon, nous n'avons pas les idées très claires. Si quelqu'un a une idée, je lui prie après la conférence de la me donner. Bon, on va sur le troisième territoire, c'est le territoire de ce qui est construit. Le dernier bâtiment que nous avons achevé, le Moussac, c'est un centre d'art contemporain à Léon. Ce n'est pas un musée, vraiment, mais un espace d'activité, de participation collective. Alors les gérants ont lancé un concours pour les logos, l'image corporative. Il fait gagner par un groupe qui a dit « Le mieux est qu'il n'y en ait pas qu'un, qu'ils soient tous, que chacun choisisse les siens. Parce qu'ainsi, il appartient à tout le monde. Quelqu'un alors peut utiliser les crans cassés ou la voiture sale. Ce sont des images de ces personnes qui ont gagné les concours, ou les coussins, non? Ou les mains dessinées. L'important est qu'il soit à tout le monde. Au début, ça semblait un peu stupide, non? Mais je crois que c'est très intéressant, parce qu'il parle de participation, de la collectivité, de ce que l'on fait ensemble. Et ça a beaucoup à voir avec l'architecture. Alors, le Mustac est la deuxième partie d'un concours que nous avons gagné il y a 12 ans. 12 ans pour l'auditorium de Léon. Et c'est une histoire intéressante. Nous venions de finir un concours, il y avait quelques jours, et à cette époque, il y avait un jeune homme à l'atelier dont la copine, elle était voyante. Elle voyait le futur. C'est incroyable, non?
Alors, il nous avait dit que ces concours on avait terminé, presque terminé, nous allions les gagner. C'est incroyable. On n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais on l'a gagné. On l'a gagné. On se souvient très bien parce que c'était notre premier concours. Et c'était à la fin de l'année, je crois que c'était le 29 décembre, comme ça. Et on se roulait par terre de joie, non? Et le concours de l'auditorium s'est présenté, je ne sais pas ici en France, mais en Espagne, l'administration est toujours très sympathique. Le concours s'est présenté le 7 de janvier. C'est terrible. Donc, alors on a gagné ce concours, et s'est dit, ah, c'est bien, nous sommes les meilleurs, on s'est mérité de bonnes vacances de Noël, non? Mais alors, cette fille est arrivée à l'atelier et nous a dit, vous devez vous présenter à ce concours-là aussi, parce que celui-là aussi, vous allez le gagner. Alors, tous les fêtes de Noël, à travailler comme des bêtes, mais bon, on l'a gagné, non? Et, on ne lui a jamais plus rien demandé. Parce que vous pouvez imaginer, c'était en faisant un concours, et elle vient, elle dit, oh, vous n'allez pas gagner ce concours. Non? Alors on a décidé que meilleur de ne jamais rien demander. L'auditorium se trouve à côté de l'hôpital de Saint-Marc, qui est un ancien hôpital pour des pèlerins du chemin de Santiago de Compostela. C'est tout près de ce bâtiment ici. Et Emilio et moi, nous étions rendus quelques mois avant à Londres et nous avions mangé dans un restaurant victorien, très en ordre, avec des fenêtres composites, c'était tout parfait. Hein. Mais il faisait très chaud. Et donc le serveur ouvrit une fenêtre. Et nous avons été émerveillés car les fenêtres de l'intérieur ne correspondaient pas absolument avec les fenêtres de l'extérieur, avec les fenêtres avec celles du bâtiment. Non? Ils s'étaient comme déplacés et désordonnés. Et peut-être il y avait seulement un petit fragment qui était commun. Donc nous avons pensé, bon, quelle bonne idée d'architecture, non? Et quand nous sommes revenus au bureau, nous avons fait une petite maquette, c'est une maquette horrible, pour s'en souvenir. Et alors on a pensé, on va faire une bibliothèque d'idées. Et alors chaque fois qu'on a une idée, on fait une maquette et on la pose sur l'étagère. Et quand on fait un projet, on va dans l'étagère, on prend l'idée et c'est fait le projet. Bon, en réalité, on n'a pas eu d'autres idées. Et alors, puis, quand on avait peu de temps pour faire les concours, nous sommes allés devant la bibliothèque et nous avons pris la seule idée qu'on avait. Non? Et voici la façade de l'auditorium, qui est un visage de milliers, une famille de fenêtres, qui a comme l'hôpital, il a une ordre lointain pour les ombres, et des règles de coexistence entre les fenêtres, dans lesquelles on se représente un peu l'hasard de la personnalité de chacun. Mais l'histoire de l'auditorium a été un peu longue, ce sont 12 années. Et après avoir gagné les concours, immédiatement après avoir gagné les concours, il y a eu des sélections politiques. Les partis au gouvernement changea. Et donc, il fut dit au maire qu'on ne ferait plus d'auditorium parce que le gouvernement central n'avait pas d'argent, non? Ça, c'était terrible pour nous, parce que pour la seule idée que nous avions, et nous l'avions gaspillée. Non? Mais le gouvernement régional décida de faire un centre d'art contemporain à Léon, dont le maire nous a appelés un jour et nous a dit, j'ai une idée. Si on appelle le projet auditorium, on ne va jamais le faire. Mais si on appelle Centre d'art contemporain de Castille et Léon, pour la première phase, on le commence dès demain. Vous pourrez changer le nom des projets? Alors, donc nous avons passé toute la nuit avec les portables
trouver, changer, trouver, changer. On a fait de jolies petites autocollantes bleues pour les plans. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il fallait faire la deuxième phase, bien sûr, qui était les musacs, qu'on va présenter après. Donc, au début, nous avions un projet, ensuite aucun, et à la fin deux. Et tout ça à cause des mots, non? Pour qu'on dise après qu'ils ne sont pas importants. Bon, retournons au Moussac. Le Moussac est situé tout près de l'auditorium. Vous voyez ici, ça c'est San Marcos, le pont romain. L'auditorium, c'est en construction ici, et le Moussac, c'est à nous. Le Moussac n'est pas seulement un musée proprement dit, sinon un centre d'exposition temporelle, de happenings, de performances, de toutes sortes d'actions qui vont au-delà de l'art. Il s'agit en fait d'un ensemble de recouvertes, plutôt. Quelque chose qui ressemble les bazars d'Istanbul, c'est-à-dire un espace pour la vie. Et les clients nous avaient imposé trois conditions, seulement trois conditions. La première, que tout se trouve sur un seul étage, c'est-à-dire c'est un bâtiment qui a un seul étage, ce sont 12 000 mètres carrés sur un seul étage. La deuxième, que la construction soit très rapide. Et enfin, qu'en entrant dans les bâtiments, on voit directement 8 espaces différents. Les shops, la cafétéria, la bibliothèque, les ateliers pour les enfants, le bureau, les garde-robes, l'entrée en petite salle de projection et l'entrée des salles d'exposition. C'était donc un projet définitivement horizontal, dans lequel on ne pouvait pas travailler en section. C'est comme si on les taille, un architecte, on les taille en bras, non? On ne peut pas travailler en section. Et alors nous avons donc cherché un système expressif, un plan qui nous permet aussi de distinguer 8 faces différentes dans les lobbies. Et nous avons simplifié la construction pour pouvoir le faire très rapidement. Alors c'est un ensemble de 9 expositions qui se déroulent autour des patios et ils vont être construits avec une seule poutre. Préfabriquée, c'est-à-dire ça donne 465 poutres pareilles. Léon est une ville de fondation romaine et son nom provient de la parole de latin legio septima, c'est-à-dire de la 7e armée. Une fois de plus, nous avons convoqué l'histoire. Et nous avons commencé à travailler avec une mosaïque romaine que nous avons vue dans la cité. Il s'agit d'un mosaïque formé par la combinaison des carrés et des losanges. J'aime beaucoup expliquer ces projets avec le plan des fondations, car c'est l'endroit où l'on peut voir cette combinaison. Après, en parcourant les bâtiments, il est très difficile de les reconnaître. Très difficile de les reconnaître. Elles disparaissent, je crois, comme les idées doivent disparaître quand on fait de l'architecture. Alors c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui devient invisible. Ce qui forme toute la construction, ce qui est au cœur, disons, les projets, devient invisible après. Alors vous voyez ici que c'est très rigide. C'est un carré, il y a un losange, notre carré, bon, je le vois de toute part. C'est carré, losange, carré, losange, carré, losange. Mais cette distance est toujours la même et ça nous permet de le faire avec une seule poutre, toute la construction. Bon, pour expliquer un peu, vous voyez ici le lobby qui donne sur cette 8 faces, sur la cafétéria, les shops, sur la bibliothèque, sur les ateliers des enfants, sur les bureaux, ici c'est le dépôt des œuvres d'art, les garde-robes, l'entrée l'étiquette, la petite salle de projection et l'entrée aux salles
qui sont des petits espaces, bon, non, pas petits, ce sont des grands espaces qui peuvent être divisés en quelques nefs ou ajouter, faire des parcours qui sont divers. Non? Ce qui est intéressant avec cette configuration, c'est que la forme du bâtiment n'a pas d'importance. Ça, c'est très important pour nous. Je crois que c'est ce qui nous plaît beaucoup de ce bâtiment. Et en effet, nous l'avons fait pendant le projet. C'était les clients qui voulaient un peu plus de dépôts. Nous l'avons ajouté en carré, ajouté en demi-losange. Et ils ne voulaient pas avoir si grande le neuf, on a coupé ici. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'étoile, et puis selon les nécessités, on peut ajouter ou enlever des losanges ou des carrés. Comme une toile qui peut être coupée n'importe où, parce que le caractère du bâtiment restera le même. Pour nous, c'est très intéressant. Ce bâtiment est le même si on a ici un peu plus de carrés ou s'il y a moins de losanges ici. Même si ça, ce n'est pas 11 mètres, peut-être 12 ou 13, ça n'importe pas. Non? Il s'agit en effet d'un champ mathématique où les relations entre les parts ne sont pas établies par un rapport d'origine, mais plutôt pièce à pièce. Pièce à pièce. C'est pour dire les carrés, il sait qu'il y a un losange tout près. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe ici. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe ici. C'est un champ mathématique, une sorte d'hommage au champ de Marguerite qu'il y avait là avant. Bon, et nous espérons qu'il a valu la peine de l'échanger. Ici, on voit les chantiers. Vous voyez le mur et les poutres. On commence à mettre. Et je me sers de cette image pour vous raconter une histoire qui parle encore de l'importance des mots. Nous avons dû présenter le projet au ministre, et alors, bon, nous sommes allés, et nous lui avons dit, Monsieur le ministre, voici le musée d'art contemporain, voici l'entrée, voici le neuf d'exposition, ici il y a un carré, ici il y a un losange, etc. Non? Et alors, le ministre nous dit, ça me plaît, hein? Ça me plaît beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Et alors, nous avons expliqué. Monsieur le ministre, voici le musée d'art contemporain, voici l'entrée, voici le neuf d'exposition, ici il y a un carré, ici il y a un losange. Bon. Et alors, le ministre nous dit, ça me plaît, hein? Ça me plaît beaucoup, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, nous lui avons dit que nous ne comprenions pas ce qu'il voulait, et il nous dit, oh, oui, j'aimerais savoir que je pourrais dire aux journalistes quand ils me questionnent. Parce qu'il y a des bâtiments qui rassemblent des poissons, d'autres à des montagnes, comme le Guggenheim. Alors, Emilio et moi, nous sommes retournés à Madrid, 333 kilomètres dans la voiture, tout flanqué par terre. Que restait-il? Nous sommes retournés le voir la semaine suivante et nous lui avons dit, Monsieur le ministre, vous savez, cette région se développe tout autour du fleuve Douro et ce qui le caractérise, tous les villes en affluent au fleuve qui passe par là. Et bon, nous avons pensé qu'à la fin, l'art, comme l'eau est toujours la même et toujours différente. Ça, non? Et alors on a dit, j'adore. Allons voir les journalistes. Non? Et c'est incroyable parce que depuis lors, et ça fait 4 ans, chaque fois qu'on parle des Moussac dans les journaux, on écrit les Moussac qui est comme un fleuve. Bon, et maintenant nous allons voir quelques images de la construction. Bon, ce que j'aimerais montrer, c'est que pour nous c'est important aussi, c'est l'espace.
la structure, la construction et les finitions sont une seule chose. C'est-à-dire, c'est un mur de béton blanc. Il n'y a pas de différence. On fait une seule chose avec le même matériau. Il n'y a pas de différence entre la structure et la construction, entre la structure et l'espace, entre les structures et les finitions. C'est justement un mur de béton blanc. Vous voyez ici le nef. Pendant la construction, on commence à mettre les poutres. Si vous voyez qu'on a la même direction dans le neuf, mais quand on change de neuf, on change de direction parce que sinon c'était impossible de le faire. Et le lobby, c'est l'espace qui est formé de carrés et de losanges, comme vous voyez dans le plan. C'est un espace qui mesure 22 mètres sur 22 mètres. Pour vous rendre compte, notre premier travail, c'était l'émission de Zamora, il tient dans cet espace. Cette année de travail, il tient dans cet espace. Nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de moments de bonheur en faisant l'architecture. Il y a peu de moments de bonheur en faisant l'architecture. Mais ce sont quand des choses inattendues arrivent ou des surprises. Parce que quand quelqu'un fait de l'architecture, il essaie de faire quelque chose. S'il arrive, c'est bien. Mais rien de plus. Et quand il n'y arrive pas, tant pis. Mais ce qui vaut, c'est quand il se passe quelque chose d'inattendu, ou pour le dire avec un peu de précision, qui dépasse notre créativité. Nous avions pour cet espace, si grand, 22 mètres, un vrai problème structurel. La poutre qui devait s'étordre, devait mesurer 8 mètres d'auteur. 8 mètres d'auteur par 22 mètres. Et alors, il était très haut et il dépassait les toits. Et alors, nous avons vu qu'il y avait quelque chose d'étrange là, parce que nous ne voulons pas des choses, nous voulons simplifier toujours, faire une seule chose, non? Alors, une poutre qui s'élève, ça ne nous plaisait pas beaucoup. Alors, nous avons dit, quelles sont les autres choses qui dépassent la couverture? Ce sont des lucarnes. Alors, on va mettre des lucarnes pour dissimuler ça, non? Mais vu que la grande poutre traversait l'espace par les milliers, ça faisait des lucarnes. Mais ce qui est bon, est que pour cette raison, chaque lucarne a une orientation différente. La poutre passe par milliers, alors on a des lucarnes face au sud, et alors elle reçoit la lumière solide et jaune, et l'autre une lumière légère et bleue. Et nous pensons que jamais un phénomène si beau ne nous serait venu à l'esprit, si ça n'était pas pour résoudre un problème technique. Alors c'est très, très, très joli, c'est un moment de bonheur dans l'architecture, quand tu es en train de résoudre un problème technique ou structurel, et ça dépasse ta créativité parce que fait quelque chose qu'à la fin tu cherchais. Parce que tous les problèmes, c'est quelque chose à voir avec l'égalité et les différences. Et grâce à cette poutre, nous avons réussi à avoir dans un seul point deux liqueurs qui sont exactement les mêmes, mais qui ont des lumières différentes. Et c'est incroyable, non? C'est magnifique avec l'architecture. Nous allons vers maintenant en séquence, je ne sais comment ça dit, séquence de la construction, mais surtout comme ça je peux me reposer un peu.
C'est comme un escalier. On a commencé par une porte et on faisait tout l'ensemble après. Bon, la seule chose qui était importante dans les tracés des profils qui n'étaient pas importants pour des raisons de forme, c'était de créer un forum, une sorte d'espace public pour cette partie de la ville qui n'avait pas. Et nous avons pensé cet espace comme un espace coloré, comme la place de la ville, rempli d'enfants sur les balcons, les fleurs aux fenêtres, les avis étendus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 5 mois de travail, nous n'avions pas réussi à trouver une façon de le faire. Nous avons fait beaucoup d'essais, mais une fois c'était trop ordonné, une autre fois trop désordonné, trop rouge, trop vert, trop. Et alors, vu que nous n'étions pas capables de le faire, bon, je le dis en toute humilité, nous sommes allés chez le ministre, avec moi. Nous leur avons dit, Monsieur le ministre, nous pensons que ces bâtiments, ça serait très, très élégant, tout blanc. Il ne faut pas faire des couleurs, cette chose. Non, parce que tout blanc, ça serait merveilleux. Mais il a répondu, impossible, impossible. Vous aviez promis des couleurs et nous les voulons. Et alors, Émilie et moi, une autre fois, 333 kilomètres, retournant pour Madrid, encore une fois, tout flanqué par terre, non? Et alors un jour, quand on visitait le chantier avec un ami, nous sommes allés à la cathédrale de Lyon avec un ami. Et en voyant les vitraux, lui a dit quelle belle couleur. Alors Emilio et moi, nous nous sommes regardés, on a dit nous y sommes. Non. Et alors nous avons pris un petit fragment de le plus ancien vitrail de la cathédrale qui s'appelle Le Fauconnier et nous l'avons digitalisé. Une fois de plus, une fois encore, nous avons pillé l'histoire. Et alors nous l'avons déplié sur les façades. Non fonctionne. Ça ne marche pas. Nous l'avons déplié sur la façade. Il y a quelqu'un qui sait comment résoudre ça. Nora. Bon, je continue à parler. Et qu'est-ce que c'est intéressant de cette chose? Bon, l'intéressant est que c'est un procédé qui est très pareil à ce qu'on a fait dans les plans. C'est-à-dire, on a pris des distances avec les décisions qu'on prend. Ça, pour nous, c'est très intéressant quand on fait de l'architecture, parce que ça veut dire que si on prend de la distance, si on dépersonnalise les choses qu'on fait, dans quelque sorte, on fait de l'espace pour les autres. On se met en derrière, et alors les couleurs n'appartiennent pas à nous, et s'ils n'appartiennent pas à nous, alors ils appartiennent à les autres. Et, bon, c'est cette version digitalisée qu'on a dépliée sur la façade. Et, bon, c'est le drôle qu'il y a des personnes à Léon qui regardent cette façade et il dit qu'il voit le fauconnier. Mais c'est impossible de voir le fauconnier. Bon, le Missac est comme une géode, cette pierre toute blanche à l'extérieur, mais quand on la coupe, elle laisse apparaître une sorte de géométrie colorée. Ce qui est intéressant pour nous de ces procédés,
c'est qu'à la fin, c'est la nature. Et les ordinateurs sont capables de travailler en même temps avec l'ordre et le désordre. Nous n'étions pas capables de travailler avec ces deux choses. Et ça, c'est une chose merveilleuse de la nature, non? Quand il y a une sorte que nous cherchons dans les projets de continuité, et sa continuité qui est présente commence à changer. Est-ce qu'on, quand on voit, par exemple, la peau, et sa peau change et se fait en jet. C'est incroyable. On voit en même temps une sorte de continuité, on voit en même temps une sorte de changement, ou une chose qui n'est pas pareille. Et bon, c'est comme dans les plans, on peut ajouter un losange, on peut enlever un carreau. Ici, on pourrait changer les couleurs parce que les couleurs n'ont pas un ordre. Ils ont pas seulement une sorte de continuité avec les autres et de discontinuité avec les autres. Et ça, c'est une chose que bon, nous ne pouvons pas faire. Peut-être il y a quelqu'un qui le peut faire, mais nous ne pouvons pas faire. Non. Et ceci est très important parce qu'à la fin, l'architecture, on doit, comme je disais, garder un peu de distance. Et tout le monde, ce n'est pas important qu'ils ont compris que, euh, que cette couleur avait des relations avec la cathédrale qui était la place publique de la ville ancienne. Ça, les gens de la ville, ils restent très tranquilles quand tu le dis, que ces couleurs proviennent de ça. Parce que peut-être il y a quelquefois dans l'architecture que c'est comme une sorte de boîte noire, comme les boîtes noires des avions, non? Nous ne savons pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Bon, je crois qu'on ne peut pas travailler avec des métaphores en architecture, mais on peut les expliquer avec des métaphores. Ce n'est pas la même chose de les expliquer ou de travailler avec des métaphores. Bon, ça c'est l'entrée, la cour. Et bon, ce que je lis dans cette lobby d'entrée, c'est que quand le jour s'achève, les licornes, ils changent leur couleur quand le jour tourne. Ils sont comme, bon, pour nous, nous pensons que c'est comme un homme et une femme qui prennent la position de l'autre et bon, qui seront unis très fragilement par un point, comme peut-être sont unis les hommes et les femmes. Bon, dans cette partie, il n'y a pas d'exposition, ça c'est la cafétéria de shop, on a utilisé des verres translucides parce que la lumière entre avec la couleur rouge, la couleur jaune, et tout se développe autour de ces parties où il y aura des grandes sculptures. Vous voyez ici l'intérieur, c'est toujours la même pièce qui devient différente parce que la lumière la fait différente. Ça c'est intéressant. Tu peux faire quelque chose qui est toujours la même chose, mais il devient différent avec la lumière. Mais nous avons toujours pensé pendant les projets, et ça tient à voir avec ce que je disais des moments de bonheur, nous avons pensé toujours que le musée était comme ça, comme une neuf, je me mets d'enfant et je la vois directement. Non. Mais l'architecture, à la fin, est comme la vie. Elle n'est pas différente que la vie. Et la vie ne fonctionne pas directement. La vie fonctionne comme en diagonale, en transversale. Non. Et c'est cette vision de diagonalisation qu'à la fin sont plus jolies parce qu'elles montrent la diversité et l'égalité, plus que la sensation expressive, mais simplement expressive de le voir directement. Non. Bon, ici sont des cours. Ici, vous pouvez voir les fleuves, comme parlait le ministre. Et ici, vous voyez, bon, ça c'est intéressant seulement pour voir que toutes les installations, l'air conditionné, l'électricité, ils vont par cette petite fleuve. Alors on peut faire l'entretien dans la couverture, on n'a pas besoin d'entrer en bas. Ici, ce sont
les appareils de climatisation qui partent et qui retournent par ce fleuve, pour dire. Parce que ce bâtiment, il est entouré de grandes tours d'habitation, alors c'était très important la vision de la couverture. Bon, nada, vemos, le membre organisateur d'IMUSAC, ils sont organisés en journée, des journées portes ouvertes, ensuite on montait les premières expositions. Non? Mais vu qu'ils n'avaient pas de l'argent, ils ont décidé que pour commencer, ils allaient faire une exposition intitulée, très, très intelligente, c'est toi qui fais la première exposition. Non? Il n'y avait pas d'argent. Alors, ils ont invité les enfants de la ville à faire des dessins et à les coller ensuite sur le mur. Et bon, à la fin, le musée était fantastique, rempli de 8000 dessins des enfants. C'est incroyable parce que Léon, c'est 120 000 personnes à Léon. C'est-à-dire que presque tous les enfants de Léon sont allés voir la musée et ont fait son dessin. Bon, et vu que c'était sous Noël, c'était un plan génial pour les parents. Parce qu'ils pouvaient laisser les enfants courir dans tous les musées, non? El Moussa. C'est Eduardo qui a fait ça. Bon, ça nous amène au quatrième territoire, c'est le territoire de l'enseignement. C'était une fondation espagnole qui nous a proposé d'organiser un ensemble de conférences sur Mies van der Rohe. Mais cela nous semblant, comment dire, quelque chose de très ennuyant. Alors nous avons décidé de faire un cours pour les enfants parce qu'en réalité, il faut parler d'architecture à ceux qui ne vont pas être architectes. Pour les architectes, ils étudieront. Il ne faut pas parler d'architecture pour elles. Il faut parler pour ces personnes qui ne vont pas devenir architectes. Nous avons organisé ces 4 samedis pour parler d'espace et pour parler d'atmosphère. Et pour les premiers cours, nous avons laissé courir les enfants dans cet espace rempli de tubes, vu qu'ils continuaient de tomber parce qu'il n'y avait pas d'espace. C'était tout rempli avec 400 tubes de toute la terre de la fenêtre. Ils se rendirent compte que l'espace n'est pas donné, n'est pas quelque chose donné, mais qu'il faut les créer, Et bon, les tubes étaient numérotés, comme le jeu d'un toucher-coulé. Chaque fois qu'il enlevait un tube, les plans changeaient. Il disait, bon, j'ai enlevé les 5 F, on les prenait, on faisait un nouveau plan. Et le deuxième samedi, nous avons fait d'abord un plan, avec le tube recyclé, on a commencé... Bon, vu que nous étions en Galice, on a joué sur cet antique peuplement. Et bon, c'est ça où on a tiré l'idée pour le concours. C'est-à-dire que la seule vérité est que plus tu donnes, plus tu reçois. Alors, elles ont joué avec ça. Le troisième samedi, on a joué avec les couleurs, avec la lumière. Mais l'important, c'était la condition collective. Il n'importait pas si on mettait en rouge ici, ou en bleu, ou en jaune. L'important, c'est qu'on faisait quelque chose entre tous. Mais nous pensons que cette condition collective de l'architecture, elle est très, très importante, non? Et bon, ce jour a fini avec une discothèque, avec la lumière noire. Mais aussi, vu que les samedis suivants, les attentats de l'11 mars à Madrid, bon, on a peint de blanc les mains des enfants comme un symbole de désir de paix. Et bon, les dernières, on a pris 5000 fleurs et on a fait un plafond parce que c'était autour de l'étang, autour de l'odeur, autour l'étang qui coule, qui fait changer les choses, le flair et l'architecture, mais aussi avec les couleurs et avec l'odeur. Parce que bon, nous pensons que peut-être l'espace ne sera non plus le protagoniste de l'architecture pour cette année qui vient, et sera plutôt une sorte de combinaison, c'est comme une atmosphère, c'est-à-dire
que tous les sens, la vie, ce qui on écoute, ce qui on touche, la lumière artificielle deviendra une chose chaque fois plus importante. Je crois que l'espace considéré comme quelque chose d'abstrait, comme le moteur de l'architecture, il n'existe pas. Et bon, je dirais même que par exemple, la lumière artificielle, c'est le matériel plus économique de construction. Et nous devons penser à cette idée et penser qu'on va changer non seulement pas l'espace, mais aussi, ça sera très important, la capacité des personnes pour altérer ou pour changer l'espace où ils habitent. Et bon, c'était joli de le voir et de le comprendre travaillant avec des enfants. C'était dans la lumière noire. Bon, on arrive comme ça sur le 5e. Je vais finir très tôt. Hein? Sur le 5e espace, sur le 5e territoire, c'est le territoire de la critique et de la conversation, plutôt de la conversation. Nous avons commencé cette petite revue intitulée Circo. Il s'appelle Circo parce que le premier numéro, je fais un écrit qui parlait de Circo, le cirque de Calder. Alors on n'a pas pensé beaucoup. Il y a des choses qu'il faut, le meilleur de ne pas les penser, non? On dit, oh, ça s'appelle Circo, il n'a pas temps pour perdre. Pour nous, c'est une sorte de conversation avec des amis. On le fait tous les jours, tous les derniers jours de chaque mois. On ferme, on paie l'atelier, on met les textes sur ce petit revue comme un feuillet, un format A5, très, très petit. Et nous préparons ça pour 400 amis, nous les faisons à l'atelier, nous les plions, nous les mettons dans l'enveloppe pour 400 amis tout dans le monde. Continuons cette sorte de conversation qui n'est pas publique et n'est pas privée. Ils cherchent des territoires entre ce qui est public et ce qui est privé. Bon, mais c'est l'occasion de parler et de faire une conversation avec les amis. Non? On a fait depuis 12 années, on a fait 125 numéros tous les mois. C'est intéressant parce qu'une fois un ami, il nous a dit, bon, c'est bien que fait ce cirque, mais ça semble être une chose très petite. Bon, je n'arrive pas à lire ces petits caractères, c'est trop légère, tout ça. Bon. Et alors Emilio et moi, nous avons décidé que le moment de changer était arrivé. Et nous avons décidé de faire une revue très grande, une revue très lourde, très lourde. Et alors nous avons commencé à faire une revue très grande et très lourde. Vous voyez ici l'armature des IS. Et nous avons fait des lettres en béton armé de 6 mètres de large et 3 de haut, qui chacun pesait 21 tonnes. 21 tonnes. Et nous avons pensé qu'on pouvait faire une revue qui parcourait toute l'Espagne. De l'Espagne. On ne peut pas écrire de grands messages. Hein. On doit faire des petits messages. Non? Bon, je t'aime, c'est tout. Pas de grands messages. Quand vous arrivez ici à l'Etoro, non? Vous pouvez faire mou, comme ça. Mais bon, il s'agit de l'enseigne annonçante du musée du Castellón, qui est parcouru par toute l'Espagne pendant 600 km. Et bon, quand ils arrivent au péage, ils se désordonnent, et après, ils se s'ordonnent à nouveau. C'était incroyable de voir les visages de les voitures qui venaient en face. Hein. C'était incroyable. Et comme ça, ainsi nous arrivons à la dernière image de cette conférence, qui est cependant la plus importante.
la plus importante. Vous voyez ici les chauffeurs des camions. Et bon, quand la journée a commencé à 6 heures du matin, et nous avons expliqué au chauffeur bon, qu'il devait faire 600 km en gardant le même ordre, laissant 50 mètres de distance entre eux. Ils ont pensé, oh, vraiment, ces architectes sont des idiots. Mais ces photos étaient prises à mi-chemin pendant la pause de midi. Et vous voyez ici qu'ils ne sont pas si fâchés. Non? En plus, ils ont même commencé à adopter chacun la forme de sa lettre. Vous voyez ici la pointe de l'M, non? Ici loup. Vous voyez même que celle de l'E a la même inclinaison. Bon, à la fin du jour, en retournant dans leur vie, dans Castellón, ils étaient si satisfaits qu'ils ne s'arrêtaient même plus au fer rouge. Non? Ils continuaient pour toute la cité, leurs familles les attendaient pour les applaudir et tout ça. Non? Et ces photos nous plaisent parce qu'elles représentent quelque chose ce qui nous intéresse dans l'architecture. C'est d'effacer les frontières entre le travail et le plaisir. Et ce jour a été un jour vraiment dur, 12 heures sur l'autoroute, mais aussi un jour très, très amusant. Amusant pour nous et amusant pour eux aussi. Il s'agit d'effacer les frontières entre le naturel et l'artificiel, comme vous voyez cette petite M, bon, pas si petite M dans la nature, non? D'effacer les frontières entre ce qui est abstrait et ce qui est matériel. Parce qu'une lettre est quelque chose de très, très abstrait. Il ne sert pas seulement... il n'est pas un objet, une abstraction en une certaine sorte. Non? Mais quand elle arrive à peser 21 tonnes, alors elle devient quelque chose de très, très matériel. Non? Bon, et enfin, ce qui nous plaiserait, c'est d'effacer les frontières entre l'architecture et la vie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? Attends. Pour le musée où les vitrages de couleur, c'est fait avec quel matériau? Les couleurs de Moussac? Oui, c'est celle les carrés et les losanges? Oui, non, ça c'est en beurre. Il y a 3 types de beurre. Le beurre blanc, ce sont des beurres avec à l'intérieur un film qui est translucide. Les beurres en couleur mais transparent, translucide, on était fait avec un film aussi. Et c'est ici qu'on n'a pas de transparence parce que ce sont des espaces d'exposition à l'intérieur. Et alors il y a un mur de béton derrière. Ça a été fait avec en peinture. Et après, on a mis on a fait de la peinture sur un beurre et on a mis tous les deux ensemble. Alors la peinture, c'est resté à l'intérieur de cette double beurre. Merci pour cet exposé optimiste et vivant, plein de tendresse.
Je voudrais une précision très, très technique par rapport au plan et à l'élévation du Mouzac. Dans un premier temps, on a l'impression que c'est un bâtiment à développement horizontal, et quand vous le montrez, on voit beaucoup d'éléments verticaux. Donc je voudrais savoir la hauteur des éléments verticaux et qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est des vides au-dessus des salles, ou est-ce qu'ils sont occupés? Et comment vous êtes passé, au point de vue de l'idée d'un développement horizontal à cet élan? Alors la difficulté avec cette musée, c'était sa condition vraiment horizontale, non? Alors tous les nefs ont à l'intérieur, ce sont 11 mètres, et l'auteur libre pour dire est 6 mètres. Si je le vois à l'extérieur, il est 9 mètres, parce qu'il y a cette galerie dans la part supérieure qui permet de couleur dans son intérieur toutes les installations. Et pour les pièces qui s'enlèvent, ils sont des licornes, et ils sont 18 mètres d'auteur, et c'est en vide. Alors la lumière entre dans ces bits, coule dans la part inférieure. Alors c'est un problème, une autre fois, de faire cette présence d'égalité et diversité. C'est très très rigide la plante, mais il devient différent parce qu'il y a 3 différentes lumières. Il y a la lumière qui provient des lucarnes et qui provient du sud. Et alors il descend après avoir frappé les murs. Il ne peut pas avoir une lumière directe. Après, il y a les patios, la cour, et c'est une lumière qui vient dans le sud et dans l'est. Et après, il y a des fenêtres qui viennent dans l'ouest. Maintenant, on a préparé tous les équipements pour les faire plus obscurs, parce que peut-être il y aura de la nécessité de n'avoir pas de lumière là pour de vidéo art, quelque chose comme ça. Bon, ce sont des petites histoires, mais ce bâtiment, il était plus vertical. Il y avait de nombreuses tours, pour dire. Mais à cette région-là, il y a un problème politique, parce que c'est l'union des 2 régions. Il s'appelle Castilla et Léon. Ça veut dire que ce sont des royaumes, des anciens royaumes, non? Et alors la capitale est in Castilla. Et Castilla veut dire c'est la région où il y a beaucoup de châteaux. Alors il y avait beaucoup de tours. Mais les maires de Léon on nous a dit ça ce n'est pas possible, parce que ça semble un château. Il faut enlever des tours. Et bon, nous avons enlevé 5 ou 6 tours. Ouais, c'est meilleur comme ça, je crois. Une petite question encore. Vous pouvez nous donner des nouvelles du musée de Cantabrique, ce fabuleux projet un peu féerique, voire tellurique, où les formes semblent sortir comme ça du sol, répondant aux montagnes. On voit bien que là, il y a aussi un travail sur la géométrie de la nature. Vous pourriez nous parler, parce que vous ne l'avez pas du tout présenté, ce qui est assez étonnant. Alors vous êtes lauréat de ce concours emblématique à Santander. Oui, nous avons, en décembre, on a fini les projets d'exécution, et alors on doit la commencer l'année prochaine, à la fin de cette année. C'est un pas avant sur ce jeu de système expressif, parce que ce projet il a été fait seulement avec une pièce. Ici, nous avons un carré en losange. Et alors on a commencé à travailler, on a fait un effort de simplification encore.
Alors c'était une seule pièce qui a plus ou moins comme ça, une trapèze qui a des angles droits et des angles obtus, acus, je ne sais pas comment on dit. Alors tu peux le mettre en différentes positions, mais c'est toujours la même pièce, c'est comme une toile, encore une fois. Parce qu'ici, on pouvait travailler sur la verticalité et sur la section. Et pour nous, c'est un problème, je dirais, ce sont comme des gens qui sont autour d'une place. On a expliqué à les personnes que sont comme des montagnes. Mais nous n'avons travaillé pas avec cette idée. Ils ont dit qu'ils sont comme des montagnes. Et ça, c'est important parce que je disais avant qu'on ne peut pas travailler sur une métaphore. Je crois que si on travaille sur une métaphore, on devient là comme un prisonnier. Tu dis, moi je vais faire des montagnes. À la fin, tu dois faire des montagnes. Mais peut-être dans les procédés de faire les projets, tu pouvais changer et dire, non, ça ne m'intéresse pas des montagnes, mais tu as dit que ce sont des montagnes. Et alors, pour quelqu'un, il semble des montagnes. Mais pour nous, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, je dirais, c'est presque en termes politiques. C'est-à-dire, si on a un ensemble de règles communes à la base, c'est possible d'avoir la différence. Ah non. Mais c'est comme un groupe de personnes qui sont tout autour d'une petite place, non? Il y a des règles qui peuvent se partager, et si ça c'est possible, alors c'est possible d'avoir la différence. Et ce sont plus comme pour nous, ce sont personnes, objets, ce sont une famille, encore une fois. Je le dis, ce n'était pas pour épater. C'est vrai qu'il y a une seule idée derrière tous les projets. Ça, c'est l'important. Après, il y a des autres choses qu'on doit travailler, on doit être professionnel, on doit les construire, on doit les soutenir, on doit travailler avec la climatisation et tout ça. Mais tout ça, je pense que c'est très facile de faire. On met du temps, mais c'est facile. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez du bâtiment pour un concours, je crois, en Galice, avec tous les cercles. Vous partez toujours d'images comme ça, complètement abstraites, pour après venir les plaquer. C'est l'idée dont vous parliez au départ dans votre diagramme. Je sais pas, ça m'a l'air un peu étonnant comme ça d'arriver à pousser d'un diagramme quelque chose de purement graphique en 2D, après l'appliquer juste sur la 3D, sur toute une programmation qui a priori doit avoir une certaine complexité dans le cas de musée. Et dans le cas de ce musée en Galice, je ne sais pas après comment ça se passe au niveau du climat là-bas, je ne connais pas, mais je me dis que vous devez avoir pas mal de contraintes techniques qui doivent être liées à l'ensoleillement et d'autres choses comme ça. Donc vous allez vous retrouver a priori avec un objet qui n'aura pas cette lecture du rond, c'est-à-dire du cercle, si vous êtes avec quelque chose à gérer en termes de rupture sur l'enseignement, à moins d'être avec des énormes équipements en termes de climatiseurs. Donc ça, je ne sais pas si c'est... En France, on entend beaucoup parler de démarches HQE qui cherchent justement à limiter au maximum ce terme de dépenses climatiques. Je ne sais pas si c'est des données qui sont à prendre en compte en Espagne. Voilà, c'est un peu flou. Je m'excuse, mais je n'ai pas compris. Non, en clair, c'est tout. Voilà, c'est clair. Bon. Vous parlez des concours qu'on a présentés. Oui, pour la Galice. Pour là En Galice, oui. je ne sais pas comment vous dites. Oui. Et je ne sais pas si j'ai compris, je cherche de vous répondre. En Espagne, il y a une chose très intéressante pour moi.
c'est que de 20 années, tous les bâtiments qui sont faits par l'administration, ils soient l'administration centrale, la régionale ou la locale, absolument tout doit se faire avec un concours. Alors ça veut dire qu'on doit 2 ou 3 concours chaque jour. Et alors, ça veut dire que les concours sont presque toujours concours des idées seulement. Et alors, la plupart des concours, les clients ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il veut. Il va travailler avec toi. Et après tous ces concours que nous avons faits, nous nous sommes rendus compte que ne c'était possible de faire, comment dire, d'offrir une idée fixe. Ça, c'était terrible parce qu'après, on commençait à changer les nécessités de la surface, changer. Par exemple, le MISAC, nous avons eu 3 clients qui ont changé et ils voulaient différentes choses, non? Et alors, je crois que nous avons pensé que pour l'idée, il s'agit plutôt d'une stratégie que d'une forme. Après, pour le développement de l'idée, tu commences à travailler. Je ne sais pas si vous savez qu'en Espagne, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais en Espagne, le seul responsable de tout, c'est l'architecte. Il n'y a pas un ingénieur qui signe les structures. Il n'y a pas un ingénieur qui vient payer pour ça. Il n'y a pas un ingénieur qui fait le dessin pour dire de l'installation. C'est l'architecte l'unique responsable. Et ça veut dire que pour nous, c'est une chose très sérieuse. Très sérieuse. Ça veut dire que nous sommes très impliqués dans la construction, dans la structure et dans la forme d'organiser toutes ces données techniques. Et je crois que ça c'est bon pour l'architecture de l'Espagne. Moi, je préférerais peut-être l'autre, parce que c'est une charge très lourde à avoir tout ça dans les épaules. Mais comme tout dans la vie, il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. D'une part, tu dois charger avec ça, et alors tu dois contrôler tout, parce que tu seras l'unique à les signer. Les autres vont disparaître. Et d'autre part, ça te donne un pouvoir immense, incroyable, parce que comme tu es l'unique responsable, si tu veux, on peut arriver pour dire, les ministres, dire, moi, ça ne me plaît rouge, moi, je le veux vert. Moi, je m'en fous. C'est moi qui signe. Si vous voulez signer et aller en prison, vous pouvez le faire. Mais vous devez me signer un document. Et alors, c'est pour ça que peut-être il y a une certaine possibilité meilleure d'intensité, parce que le contrôle est total, absolument total dans la part de l'architecte. Vamos. Bonsoir, une petite question au niveau de Mossack. Vous avez dit qu'on peut enlever ou ajouter un carré ou un losange, mais est-ce qu'on peut le faire toujours après la construction ou c'est juste pendant le temps du travail sur le projet? Oui, on peut le faire après la construction, mais ils n'ont pas besoin même de nous, parce que comme tout le monde sait comment on fait les murs, comment on fait les carreaux, c'est toutes les règles du jeu, ils sont écrits. Tout le monde peut jouer. Nous savons penser, mais ça, tout ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Hein. Ça, c'est ce que je pense. Mais je crois que si on peut faire une architecture dans laquelle il y a
un ensemble de règles pour dire c'est un carreau et on le change. Pas plus. C'est bien parce que tu peux dialoguer avec les clients. Il reconnaît qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et, sur les carrés et les losanges, il ne peut pas faire rien. Mais sur les autres questions, il peut faire tout. Mais c'est aussi très intéressant pour l'atelier. Parce que alors le travail devient un travail qui peut être collectif, parce que tout le monde connaît les règles du jeu. Alors, tout le monde ne sait pas quoi faire, mais il connaît qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a un petit espace de liberté par les personnes qui travaillent à l'atelier. Et alors, c'est comme le jeu d'échecs ou quelques règles, non? On ne peut pas faire tout, mais ce qu'on peut faire, c'est infini. Vamos, ¿no?